Oui, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas eu des mesures, parce que je pense que s'il y avait eu un confinement comme on a eu là, tout le monde s'en souviendrait. Ah ben oui, mais il y a eu aucune mesure et surtout, il y avait pas les chaînes d'infos en Oui, continu, c'est pas ça, les il y avait une médecins qui étaient info. tous les jours à la télé, il y avait deux chaînes de télé, il n'y avait pas de réseaux sociaux, etc., etc., quoi. Ouais. Alors, ça va se lancer automatiquement à 18h. Nathan, je veux bien quand même que tu me fasses un, parce que je j'arrive pas à voir sur Facebook si le truc se lance en même temps, mais parce que je vois pas le truc. Mais bon, écoute, tu me dis hein, quand c'est lancé, Nathan. Normalement, là, ça doit être en cours. Eh ben, écoutez, je crois que nous sommes en direct pour donc ce 6e live. Et donc, nous sommes, voilà, je me suis mis, pardon, sur Facebook pour voir les commentaires. Nous sommes donc avec Martine Storti qui a très gentiment accepté notre invitation. Bah, écoutez, je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous, Martine Storti? Qui suis-je? Ben, d'ailleurs, merci de m'avoir invité. Je suis très contente de répondre à vos questions. Qui je suis? Ben, je suis une personne, je fais partie des personnes qu'on appelle à risque hein, depuis quelques semaines, hélas, non, puisque je ne suis pas une jeune personne. Qui je suis, c'est toujours difficile de répondre à ça. Je peux dire un peu d'où je viens. Moi, je suis d'une fille de famille d'ouvriers. Mon père était un ouvrier italien, émigré, qui est arrivé en France au début des années 30. Ma mère était française, était ce qu'on appelle une femme au foyer, c'est-à-dire qu'en fait une femme qui faisait beaucoup de choses parce que notamment elle faisait de la couture au noir à la maison pour, selon son expression, mettre du beurre dans les épinards. Donc je viens d'une famille ouvrière, mais je fais partie de cette génération. Je suis née juste après la guerre, hein, je suis née en 1946, donc je suis partie de cette génération qui doit beaucoup à l'école de la République dès lors qu'on était bon élève. Il se trouve que j'étais bonne élève et que donc il y a une institutrice à qui j'ai d'ailleurs souvent rendu hommage, Madame Hénaudot, qui a dit à ma mère, il faut que Martine aille au lycée, fasse du latin. Donc en effet, je suis rentrée en sixième. À l'époque, le lycée commençait en sixième. J'ai fait du latin. Ensuite, j'ai fait des études supérieures de philosophie. Et j'ai été professeur de philosophie pendant quelques années. Ensuite, j'ai été journaliste. J'ai quitté l'enseignement, j'étais journaliste. En particulier, donc dans les années 70, j'étais journaliste à Libération jusqu'en 1979, de 1974 à 1979. Je suis resté un certain nombre d'années journaliste. Ensuite, j'ai fait un peu de cabinet ministériel du temps où, selon l'expression consacrée, la gauche était au pouvoir, c'est-à-dire après l'élection de Mitterrand en 1981. Et puis, je suis retournée, après plusieurs années de journalisme, je suis retournée à l'Éducation nationale et j'étais inspectrice générale. Et je suis aujourd'hui retraitée de l'Éducation nationale. Ça, c'est le parcours, disons, professionnel. Et alors au plan militant, bah, comme j'étais étudiante en philo en 68 à la Sorbonne, j'étais donc une militante très, très active. Et 68, mai, juin 68 reste pour moi des moments absolument tout à fait hors de la vie ordinaire suspendue, quoi. 2 mois de vie tout à fait exceptionnelle. Pas seulement parce qu'il y avait les grèves, les mouvements étudiants, mais aussi parce qu'il y avait cette grève, ce mouvement ouvrier et une grève ouvrière. Par exemple, mon père, qui était donc ouvrier dans une petite usine à Colombes, enfin une usine qui avait quand même plusieurs dizaines d'ouvriers, n'avait jamais fait grève de sa vie, mais a fait grève en 68 et a été même en grève jusqu'en juin 68 pour essayer de gagner quand même une amélioration de sa vie quotidienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces années-là, euh, la classe ouvrière, comme on disait à l'époque, avait une vie extrêmement difficile. Hein. Mon père, jusqu'en 68, travaillait 11 heures par jour, 6 jours par semaine, du lundi au samedi. Et il a gagné le samedi après-midi avec mai 68, sans baisse de salaire. Donc, avoir le samedi et après le samedi matin, avoir le samedi de libre n'est arrivé pour lui qu'à la fin des années 60, c'est-à-dire 70, 60, 68 et ensuite 70, 71 pour gagner tout le samedi. Je crois qu'on ne se souvient pas assez de ce que c'était la condition ouvrière à cette époque-là.
Donc moi, 68, j'étais une militante. Puis ensuite, je suis devenue prof de philo dans le nord de la France, à Denain. Et quand j'ai quitté, et à partir des années 70, début des années 70, il y a eu donc le mouvement féministe auquel j'ai en effet beaucoup participé, et surtout à partir de 74, quand j'étais journaliste à Libération, puisque je suivais pour Libé, qui n'était pas du tout le Libé d'aujourd'hui, hein, qui est donc un petit journal, important, mais petit journal quand même, dont pas beaucoup de gens parlaient en ses commencements, et j'ai suivi toute l'évolution des mouvements féministes. Je dis des mouvements féministes parce que c'était aussi bien en France que dans un certain nombre d'autres pays, non seulement les pays européens, mais des pays du monde, puisque c'est un mouvement qui était d'ampleur internationale, hein, dans ces années-là. Et puis ensuite, j'ai continué à être féministe. Je ne sais pas si ça me définit, mais c'est une partie oui, une partie de ce que je suis renvoie à cette lutte, pas seulement pour l'égalité femmes-hommes, comme on dit beaucoup aujourd'hui, mais aussi pour la liberté, surtout d'ailleurs pour la liberté. C'est une articulation égalité-liberté. Et égalité-liberté, ça veut dire que c'est un mouvement d'émancipation, un mouvement de libération. D'ailleurs, c'était le mouvement de libération des femmes, MLF. Et donc, parce que, alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais donc on fête aujourd'hui les 50 ans donc, du MLF, même si alors pour ceux qui ne le savent pas forcément, la date de création du MLF est un peu discutée puisque Antoinette Foulque a décidé d'elle-même que c'était la date anniversaire, sa propre date anniversaire qui était la date anniversaire du MLF, mais on lit à peu près partout que le début du MLF, c'est la dépose de la gerbe pour la femme inconnue sous l'Arc de Triomphe. Est-ce que, mais après voilà, le début, parce que c'est un peu moi les questions que je me suis posées en essayant de chercher un peu ce que c'était le MLF, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable commencement. Alors après, de ce que j'ai lu, en 68, il y avait déjà un peu des mouvements féministes et qu'elles se sont regroupées, ce qui a formé le MLF. Mais le MLF, dans sa structure, n'est pas une structure qu'on peut voir habituelle de ce que j'ai lu. Hein, ça, vous pourrez me le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une présidente, on va dire comme ça, et quelqu'un qui gère un peu les choses. C'est-à-dire que ça a été quelque chose de très libre où chacun pouvait intervenir. Les choses se sont fait un peu naturellement. Voilà, moi, c'est un peu les questions que j'ai envie de vous poser. C'est-à-dire que comment tout ça se structurait, qui décidait par exemple d'aller à une manifestation, est-ce que c'était ouvert à tout le monde et que voilà, comment fonctionnait le MLF, est-ce qu'il fallait être adhérente, est-ce qu'on pouvait venir, pas venir, est-ce que vous avez été adhérente par exemple? Alors, bon, moi je ne vais pas polémiquer parce que c'est finalement pas très intéressant de dire c'est à quel moment ou à quel autre moment. Le mot structure convient pas du tout. Vous utilisez le mot structure, et pas de structure justement. Ouais, c'est ça. Il faut mouvement. Un mouvement, ça ne se crée pas. Il veut dire, on ne dit pas, c'est pas tel jour à telle heure, on crée, je ne sais pas moi, le Parti socialiste, le Parti communiste en 1921, la rupture, le ci, le ça. D'abord, il y a une continuité des mouvements féministes. Je veux dire, le féminisme n'est pas né en 68, le féministe n'est pas né en 70. Il y a toute une histoire que d'ailleurs nous avons découverte, parce que c'est une histoire ce que les femmes du 19e siècle ont fait pour lutter pour une forme d'égalité ou d'émancipation. Quelqu'un comme moi qui a fait des études supérieures ignorait au début des années 70 ou dans les années 60 toute cette histoire des mouvements féministes et des luttes des femmes. Parce que cette histoire n'est pas transmise. Elle était encore moins transmise à l'école ou à l'université que l'histoire des mouvements ouvriers, du mouvement communiste, des mouvements d'émancipation, des prolétaires, comme on disait encore à l'époque, etc. Alors, quand vous dites est-ce qu'il fallait adhérer? Non, il ne fallait pas adhérer. Il y avait des initiatives qui étaient prises par les unes, par les autres, au tout début du mouvement, et ensuite qui voulait participer à telle ou telle manifestation. Par exemple, vous citiez la manifestation du 26 août 1970, il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Il y a quelques femmes, en effet, qui sont allées à l'Arc de Triomphe déposer cette gerbe. Elles ont été, la police est intervenue, elles ont été embarquées au commissariat. Et comme il y avait quelques journalistes qui étaient là, on a dit c'est le Women's Lib français.
Women's League, parce qu'en effet, aux États-Unis avant, il y a déjà un mouvement communiste, un mouvement des femmes qui avait commencé. Et donc, du coup, l'appellation est restée, mais honnêtement, il n'y a pas quelqu'un qui un jour a dit en 68, en 69, en 70, on va créer le mouvement de libération des femmes, on va l'appeler MLF, et voilà ce qu'il faut faire, et voilà comment il faut adhérer. Ça ne se passe pas comme ça. Alors en 68, il est vrai, vous avez raison de le souligner, par exemple à la Sorbonne, il y a eu des réunions, mais pas très très importantes, et dont la diffusion en termes d'information n'était pas très importante. Je prends mon exemple. Ça n'est qu'un exemple, hein. Je ne suis pas un modèle pour... Mais moi qui étais quasiment une permanente de la Sorbonne, j'étais tout le temps à la Sorbonne ou à Censier, hein, parce que les assemblées générales de philo, d'histoire, des autres disciplines, etc., étaient soit à la Sorbonne, qui était occupée, ainsi que Censier, qui était à l'époque l'annexe de la Sorbonne. Je n'avais jamais entendu parler de cette réunion. Je ne l'ai su qu'après, et longtemps après. Donc, il y a eu ces réunions, c'est incontestable. Il y avait déjà des filles qui disaient il n'y a pas que la lutte prolétarienne, il y a aussi la lutte des femmes. Et puis petit à petit, en effet, après 68, compte tenu des effets qu'on dirait aujourd'hui sociétaux, hein, de 68, il y a eu comme ça une série de mouvements, d'initiatives, de textes. Et puis cette initiative du 26 août. Mais pour moi, par exemple, ce qui reste marquant, hein, du début 70, c'est pas l'initiative du 26 août dont je n'avais pas non plus entendu parler, parce que c'était probablement c'était pendant les vacances et probablement je n'étais pas à Paris, d'autant que j'étais aussi professeur dans le nord de la France et je ne revenais à Paris que le week-end. C'est le numéro de la revue Partisan, hein, qui est sorti en octobre, Libération des femmes, année zéro. J'ai acheté j'ai acheté Partisan à la librairie Maspero, hein, qui était au bas du rue Saint-Séverin, au bas du boulevard Saint-Michel. Malheureusement, cette librairie a disparu ensuite. C'était la librairie du gauchisme, hein, pour le dire comme ça. Et j'achète ce numéro, Libération des femmes, année zéro. Et là, je trouve des textes, je lis des textes, aussi bien de femmes françaises qu'américaines, que d'autres pays, qui parlent de choses que je croyais tout à fait individuelles, tel ou tel problème dans l'enfance comme fille, être traité de garçon manqué si on avait envie de faire du patin roulette, ou pas vouloir être forcément avec tel ou tel garçon, bon, etc. Donc la question du viol, la question de l'avortement, la question de la libération sexuelle, etc. La question aussi de la place des femmes dans la classe ouvrière. Bon, des sujets dont je pensais que j'étais seule à me préoccuper. Ouais. Donc quelque chose qui me parle, si vous voulez, qui renvoie. Je vois qu'il y a d'autres femmes qui écrivent, qui disent des choses qui correspondent à des questions que je me pose, à des problèmes que j'ai rencontrés, à des envies que je ressens, etc., etc. Mais vous voyez, quand on titrait Libération des femmes à année zéro, on considère que ça commence avec nous. On était dans l'erreur, évidemment. Mais pourquoi? Parce que ça ne commence pas avec nous. Il y a quelque chose qui se fait, mais ça n'est pas un vrai commencement, c'est la suite de quelque chose d'autre. Mais le quelque chose d'autre qui était avant nous, encore une fois, on l'ignorait. D'où cette idée année zéro. Mais en fait, ce n'était pas l'année zéro, c'était l'année N, 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 plus, 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 plus. Et puis ensuite, alors, qui voulait se revendiquer du MLF? Chaque femme pouvait être le MLF, si vous voulez. Qui voulait se revendiquer du MLF, se revendiquait du MLF. Pendant, disons, de 70 à 73, 74, les choses étaient... il y avait évidemment des différences, des désaccords, des divergences, mais comment le dire, qui ne s'organisaient pas vraiment en tendances séparées, etc. Mais peu à peu, en effet, les divergences, les différences, les désaccords, les décisions concernant telle ou telle initiative se sont plus organisées, mais sans que ça devienne véritablement, sauf pour, en effet, les amis d'Antoinette Fouque avec le groupe politique et psychanalyse et la librairie des femmes et les éditions des femmes, etc., qui se sont véritablement organisés en tant que tels. Les autres, on se raccrochait à telle ou telle tendance ou
c'était aussi un jeu de relations personnelles, de copines, d'initiatives. Les unes proposaient telle chose, donc ça débouchait sur une action ou pas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y avait des thématiques qui rassemblaient tout le monde. Par exemple, un des combats quand même tout à fait important et qui a donné lieu à une impulsion et à une généralisation de la revendication, c'est évidemment le combat pour l'avortement. Pour la libéralisation de l'avortement, puisque l'avortement était interdit. Donc, il y a eu toutes les campagnes, qui n'ont pas été que celles du MLF d'ailleurs, puisque le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, était un mouvement mixte. Il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y avait aussi des hommes, alors que le MLF, en effet, les réunions étaient non mixtes, pour des raisons qui sont moins compréhensibles, évidemment, aujourd'hui qu'à l'époque. L'idée était, s'il y a des hommes, il n'y a pas de parole de femmes, parce qu'à chaque fois, ils prennent la parole, et donc c'est pas possible, il n'y a pas de liberté de parole. Mais sur la campagne sur l'avortement, a été une campagne qui a permis d'élargir les revendications et surtout d'élargir ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le réseau. En fait, ça fonctionnait plus en réseau, il n'y a pas les réseaux sociaux évidemment, ça fonctionnait plus en réseau, ce mouvement, qu'en organisation structurée. Donc la campagne pour l'avortement était évidemment tout à fait importante, il faudrait détailler. Et puis évidemment, et la deuxième campagne qui a immédiatement pris la suite de la campagne pour l'avortement, ça a été la campagne contre le viol. Et d'ailleurs, c'est quand même à la fois intéressant et en même temps assez triste, que les luttes contre les violences, conjugales ou pas conjugales, contre le sexisme, contre le viol, contre les violences dans la rue, contre le harcèlement, etc., ont été un champ de lutte extrêmement important dans les années 70. Et de voir que en 2018, 2019, 2020, il faille continuer ce combat. Et Dieu sait si je me réjouis que le combat continue, mais je suis triste qu'il faille encore le mener, et je suis contente évidemment qu'il soit mené. Mais voyez donc, quasiment 50 ans plus tard, sur la question des violences, sur la question du harcèlement, sur la question du sexisme, il y a quand même encore à la fois des points ont été marqués évidemment, mais c'est un combat qu'il faut sans cesse reprendre. Et mais par exemple, moi je voyais par exemple là j'ai une petite étiquette, je ne sais pas si on la voit, parce que à cause pendant le confinement, comme beaucoup, j'ai fait du ménage, j'ai nettoyé les livres, ouvert les bibliothèques, etc. Et entre deux livres, j'ai trouvé ce petit flyer. Quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non, c'était un des slogans majeurs des actions qu'on a menées contre le viol et contre les violences et contre l'idée que le corps des femmes à disposition des hommes. Ça remonte à 1976, cette petite chose que vous voyez. Donc, il y a cette idée que cette actualité constante des violences est quand même une chose assez triste. Et en même temps, encore une fois, je suis contente que des femmes aient pris le relais. Mais vous voyez, il faut bien se garder ça présent à l'esprit. Un mouvement, ça n'est pas une organisation. Ça n'est pas un parti. Un parti se crée, une organisation se crée. Alors la polémique sur qui a commencé, qui n'a pas commencé, au fond, elle n'est pas tellement intéressante. Parce qu'il y a comme ça une vague, comme on dit. Il y a une ampleur, et heureusement que ce n'est pas 2-3 personnes qui décident. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas la création du Parti communiste français ou du parti. Ce n'est pas un soviet, ce n'est pas les soviétiques. Merci. Moi, alors justement, on va revenir un peu sur ce que vous disiez. Je me suis basé donc sur votre livre Je suis une femme, pourquoi pas vous, qui reprend vos articles donc de 74 à 79,
Alors, pardon, hein, ce n'est pas moi qui montre le livre, mais parce que ma connexion n'est pas très bonne. Merci, Martine. Donc voilà, qui reprend vos articles de 74 à 79. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert tout ça. Je pensais que ce qui se passait aujourd'hui sur les violences, sur le genre et tout ça venait d'apparaître, alors que en lisant vos articles, tout ça avait déjà été discuté. Je me suis dit, on en est encore là, 50 ans plus tard. Alors, c'est un peu décourageant, en tout cas pour moi, hein, mais c'est vrai que je me dis, bon, on va certainement peut-être avancer certainement un peu plus, parce que les choses bougent, les réseaux sociaux sont là, mais les articles que j'ai pu lire, et vraiment j'invite tout le monde à pouvoir lire ce livre, moi j'ai lu bah, ça en 1 ou 2 jours, hein, très vite, les articles malheureusement sont toujours d'actualité, mais sur tous les sujets. Oui, mais ça, c'est un livre. Alors, ce livre, je l'ai fait il y a 10 ans, puisqu'on a célébré les 40 ans du MLF il y a 10 ans. Et là, on avait pris beaucoup d'initiatives. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de projections de films. Il y a eu des films tournés aussi. Et donc, moi, j'ai pensé que c'était intéressant, en effet, de reprendre une partie des articles, pas tous, mais une partie des articles que j'avais écrits dans l'IB à l'époque, de 1974 à 1979, précisément pour qu'il y ait de la transmission. C'est-à-dire ce que ma génération n'a pas eu, c'est-à-dire le passé enseigné ou transmis ou énoncé, et que nous avons redécouvert, et où toutes les copines féministes, historiennes, chercheuses, etc., ont remis à juste titre sur le devant de la scène. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup découvert des éléments extrêmement importants de l'histoire des femmes, hein, depuis 50 ans. Et donc, ces articles que j'ai laissés tels que, je fais une petite présentation des articles année par année, mais je les ai laissés, je les ai pas réécrits, hein, c'est vraiment les articles tels qu'ils étaient publiés dans le journal. Moi, je suis pas pessimiste. Je pense que vous avez raison. En effet, il y a encore des thématiques de l'époque qui sont toujours actuelles. Je venais d'en parler sur les violences, mais quelqu'un comme moi, pour un pays comme la France, si je regarde l'évolution en 50 ans, la situation des femmes en 70 et en 1970, donc du XXe siècle, et la situation des femmes, je dis en France, hein, aujourd'hui, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Il y a énormément de choses qui ont changé et qui ont changé de manière positive. Là, par exemple, sur l'avortement, la contraception, etc., même sur la sexualité en général, c'est incomparable. Il faut se... Vous n'imaginez pas ce que ça a été d'être une adolescente dans les années 60, si vous voulez, en termes de cette peur constante de la moindre relation sexuelle avec la peur de la peur de la grossesse, c'était une chose que nos mères nous ont transmise. Elles ne nous ont pas transmis de l'émancipation, elles nous ont transmis de la peur. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'ai eu mes règles, la seule chose que ma mère m'a dite, c'est « Bon, ben maintenant, tu peux avoir un enfant ». Ce qui en disait long sur le fait qu'en effet, avoir une histoire sexuelle avec un garçon, c'était prendre ce risque-là. Et donc, il y avait cette crainte et surtout cette stigmatisation des femmes enceintes sans être mariées, de la fille mère, comme on disait. Et moi, je me souviens, quand j'étais prof de philo, donc dans les années 70, je me souviens très bien qu'une professeure, une femme prof non titulaire, qui était enceinte sans être mariée, était vidée d'éducation nationale. Bon, parce que être enceinte sans être mariée, c'était. Alors là, on voit tout le poids du catholicisme, de l'Église, de la morale, etc. C'était quelqu'un de pas bien, quoi. C'était une putain. C'était pareil. Il y avait une dévalorisation et de l'une et de l'autre. Hein. Donc, il faut voir d'où on vient sous cet angle-là. Néanmoins, en effet, il y a un combat qui continue. Il y a un combat qui nécessairement doit continuer. Et ce n'est pas être pessimiste de penser que c'est un combat sans fin. C'est-à-dire l'enjeu de l'émancipation des femmes, même dans un pays dans des pays où
condition des femmes n'est pas la pire du monde, c'est quand même un combat sans fin. Et moi, les filles de 30 ans, que je connais bien, puisque justement, depuis la célébration des 40 ans du MLF, ce qui a été aussi très important ces 10 dernières années, je crois, c'est une jonction générationnelle. C'est-à-dire que les femmes de ma génération, donc des vieilles bonnes femmes, il ne faut pas se cacher derrière des boîtes d'allumettes, ont rencontré, à l'occasion de la célébration des 40 ans, il y a 10 ans, les filles qui avaient 25 ans à l'époque, qui en ont 10 de plus aujourd'hui, et qui ont monté toute une série d'associations, d'initiatives, avec lesquelles je peux être aussi bien en accord qu'en désaccord. Si je connais bien Caroline de Haas, je suis en accord avec elle sur un certain nombre de choses, je suis en désaccord sur d'autres. Je connais très bien Anne-Cécile Melfer, je pourrais citer plein d'autres noms. Ces filles qui, il y a 10 ans, avaient l'âge que nous avions au moment des débuts du MLF, si vous voulez. Et donc, nous avons pu faire cette jonction générationnelle, non pas pour dire ce que nous avons fait, c'est ça qu'il faut refaire, mais pour dire, bon, voilà votre héritage, votre capital, en quelque sorte, militant, et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que la transmission, ça n'est pas l'imposition d'un modèle. C'est dire, voilà, il y a ça, vous êtes héritière de ça, et après, vous faites c'est votre histoire ensuite. Mais je trouve important cette jonction parce que c'est ça la transmission, si vous voulez. Et moi, depuis le mouvement MeToo, que je défends évidemment avec beaucoup d'énergie, j'ai fait plusieurs tribunes, aussi bien sur mon blog que sur le blog que j'ai sur Mediapart. J'ai fait plusieurs tribunes pour mettre pour faire écho, pour montrer l'écho qu'il y a entre aujourd'hui et hier. Et par exemple, en effet, sur la question des violences, sur la question du harcèlement, sur tous les points développés par MeToo, dans plusieurs articles, j'ai rappelé ce qui avait pu se passer sur les mêmes sujets dans les années 70. Et surtout, je l'ai rappelé parce que, et d'ailleurs c'est un point que je développe dans un livre que je vais publier, qui aurait dû sortir au mois d'avril, mais qui hélas était prêt pour être en librairie au mois d'avril, mais qui n'y a pas été à cause de l'épidémie et qui sera donc à l'automne, que je montre là, à la couverture, pour un féminisme universel. Si j'ai voulu montrer les échos qu'il y a entre le passé et le présent, c'est justement pour répondre, ou plutôt entre le présent et le passé, c'est pour répondre pas pour répondre, mais pour montrer à toutes celles et ceux qui ont dit « Oh là là, MeToo, les féministes d'aujourd'hui, la théorie du genre, c'est toutes des excitées, des hystériques, c'est vulgaire, etc. » On a quand même lu ça aussi, en particulier du côté du Figaro, de Causeur, de plein d'autres revues de ce genre, et de dénoncer l'espèce de vulgarité qui serait aujourd'hui dans les slogans. J'ai voulu montrer, et ces mêmes disaient « Oh là là, le MLF dans les années 70, c'était pas comme ça, c'était formidable, qu'est-ce qu'elles étaient bien, elles n'étaient pas hystériques comme celles d'aujourd'hui, etc. » J'ai voulu rappeler à quel point dans les années 70, nous avons été traités de tous les noms. Les filles du MLF, les féministes, c'était des hystériques, des mal baisées, des gouines, c'était des injures tous les jours. Et donc, s'appuyer sur le MLF des années 70 pour dire qu'est-ce qu'elles étaient formidables alors que celles d'aujourd'hui, ça vaut rien, je trouvais ça absolument stupéfiant parce que à chaque mouvement des femmes, à chaque fois que les femmes décident de se battre sur avec telle ou telle revendication, tel ou tel objectif, il y a toujours des gens qui viennent leur dire c'est pas ça qu'il faut faire, c'était mieux avant, vos prédécesseuses, c'était formidable, quoi, dites-vous, vous valez rien, etc. Et donc, voilà, il appartient à ma génération de rappeler ça et d'être en effet du côté de celles qui aujourd'hui se battent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément d'accord sur tout avec tout le monde. Moi, je suis pour les désaccords, c'est la démocratie, le désaccord. La conflictualité démocratique, c'est formidable. C'est-à-dire
bien sûr qu'il faut, on n'est pas le doigt sur la couture du pantalon et marcher tous de la même manière et au même rythme. Bah, c'est un peu, pour rappeler un peu pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire, ça rappelle un peu ce qu'on appelle la première vague avec les féministes du 19e qui pour le coup étaient plus sur le vote des femmes. La même chose, elles ont subi exactement la même chose que vous avez subi. Oui. Je ne vous ai pas entendu là. Ah, pardon. Je disais par rapport aux féministes du 19e siècle. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? C'est haché, donc je n'entends pas bien la question. Ah, pardon. Non, je rappelais par rapport historiquement à ce qui se passait dans les années 1810 pour le coup, 100 ans avant le MLF. Les mêmes, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on entend toujours la même chose par rapport à chaque mouvement féministe. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi le féminisme est aussi mal vu? Est-ce que, pardon? Pourquoi est-ce que le féminisme est aussi mal vu? Pourquoi le féminisme est aussi vilipendé? Oui. Allô, allô? Oui, c'est ça, c'est bien ma question. Mais je pense que tout mouvement d'émancipation, vous savez, on dit égalité femmes-hommes ou liberté des femmes, ça a l'air de rien, mais c'est un changement global de la société. L'égalité femmes-hommes, c'est une révolution. Alors, cette révolution, elle peut se faire, elle se fait pas du jour au lendemain, elle peut se faire pas à pas. Allô? Oui, je vous Vous entends. m'entendez là? Oui, oui. C'est un changement, l'abolition, la mise en cause du patriarcat, la mise en cause de l'organisation patriarcale d'une société, c'est un changement global de la société. Alors moi personnellement, prenons un pays comme la France, l'organisation, la structure d'un pays comme la France n'est plus patriarcale à mon avis. Au plan juridique, nous ne sommes plus dans un pays patriarcal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le père de famille, seul responsable de la famille, etc. Ça n'existe plus. Donc le patriarcat au sens juridique du terme a été aboli. Ce qui ne veut pas dire que la société ne fonctionne plus sur un modèle patriarcal, si vous voulez. C'est comme... on peut prendre des comparaisons avec l'actualité sur l'enjeu du racisme. Une chose est de dire que le patriarcat au sens juridique du terme a été aboli. Autre chose est de dire qu'il y a une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et d'ailleurs, regardez ce que nous a montré les mois que nous venons de vivre. Hein, ces mois où on n'a pas cessé de parler des femmes en première ligne. Les femmes en première ligne pour faire fonctionner la société dans ses éléments les plus essentiels, les plus vitaux. Hein, l'hôpital, le soin, la caissière au supermarché, les infirmières, enfin, etc., etc. Donc, toute une série de métiers, d'activités absolument essentielles à la vie et à la survie qui sont occupées par des femmes. Alors, il n'y a pas que les femmes. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui sont aussi dans ces tâches absolument essentielles. Mais on a vu que les femmes étaient de manière extrêmement importante dans des professions dévalorisées et sous-payées. Donc, par exemple, faire une égalité salariale entre les femmes et les hommes aujourd'hui remet encore en question énormément de choses. L'égalité, elle est dans les textes. L'égalité, elle n'est pas dans le réel de la société. On a montré, il y a une émission récente qui a montré à quel point l'égalité des salaires, bien qu'elle soit dans la loi depuis des années, n'est pas une réalité. Une femme et un homme occupant le même emploi, faisant les mêmes horaires, ayant la même formation, le même âge, etc., au bout du compte, une femme gagne moins qu'un homme. Donc il y a là quelque chose qui, évidemment, est toujours l'objet d'un combat. Mais
demain, si ça s'améliore, il faut toujours se battre pour que, à telle ou telle occasion, on ne régresse pas. Et là, c'est assez intéressant. On va voir ce qui va, dans un pays comme la France, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que les promesses faites au moment où tout le monde regardait les gens en train de mourir à l'hôpital, est-ce que les promesses faites sur la revalorisation de tous ces emplois du soin, etc., qui sont majoritairement occupés par des femmes, vont être tenues ou pas? Est-ce qu'on va revaloriser les professions qui sont parmi les plus féminisées? C'est quand même encore extraordinaire, en effet, qu'à partir du moment où une profession se féminise, elle se dévalorise. Moi, je suis pour la mixité et pas pour la féminisation. Il faut lutter contre la féminisation des métiers. Ou la masculinisation des métiers, si vous voulez. Par exemple, on voit bien que, prenons l'éducation nationale, la féminisation de l'éducation nationale est très importante. En tant que féministe, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne nouvelle. Et je le dis en tant que féministe. Il est bon que les enfants voient, quand ils sont à l'école, que le métier qu'enseigner, ce n'est pas une spécificité féminine. L'enseignement, les établissements, la mixité des élèves est une grande conquête républicaine et laïque. La mixité du corps enseignant devrait être un combat devant nous. Il est bon que les enfants voient que des hommes et des femmes peuvent contribuer aux tâches d'enseignement, de transmission des connaissances, des savoirs, de la vie sociale, etc. Il n'est pas normal aux caisses des grandes surfaces, ça soit très, très, très majoritairement, pas exclusivement, parce qu'il y a parfois quelques hommes, mais ça soit très majoritairement des femmes, etc. etc. Donc il faut lutter contre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on estime qu'il y a une nature féminine qui fait qu'elles sont plus prédisposées à faire être à la caisse d'un supermarché ou être dans les métiers du soin ou s'occuper des personnes âgées, ça fait partie de l'essence des femmes. Eh bien non, il n'y a pas de raison. Mais est-ce que tout ça, j'imagine que vous en discutiez évidemment lors d'organisation de soirées au MLF déjà dans les années 70? Pardon? Pardon, je suis désolé d'avoir une connexion aussi mauvaise. Je disais, tout ça, vous en discutiez déjà à l'époque, dans les années 70 au MLF. Oui, mais on en discute, bien sûr. La question il faut bien voir que, pour reprendre une des questions que vous posiez précédemment, au fil des années, les années 70, de ce point de vue-là, sont intéressantes parce qu'on a le tout début du mouvement où, en effet, sont plutôt des filles, des universitaires, des étudiantes, des intellectuels, qui prennent des initiatives, etc. Mais au fil des années, justement parce que des thématiques comme l'avortement ou comme les violences ou comme le viol concernent toutes les femmes, le féminisme se développe, si vous voulez, prend de l'ampleur quand il dépasse les professionnels du militantisme, du militantisme féministe. Il y a des thèmes comme ça, et c'était le cas de l'avortement. L'avortement, ça concernait toutes les femmes, même celles qui étaient contre. En réalité, elles savaient bien que toutes nos mères, toutes les mères de ma génération ont tout avorté. Donc, même sans le dire, évidemment, et surtout sans le dire. Mais, donc, toutes les femmes de cette génération étaient concernées, et c'est les plus jeunes qui ont lancé le violence. Toutes les femmes, et encore aujourd'hui, hélas, toutes les femmes ont peur du viol. De se retrouver à minuit dans une rue, on ne sait jamais ce qui peut. Et elles sont éduquées en l'idée qu'il faut faire attention, il faut faire attention. Et donc, quand des thématiques s'emparent de la société, elles avancent. Alors, ce qui s'est passé aux années 70, surtout à partir du milieu des années 70, c'est que ce mouvement féministe s'est greffé, s'est articulé ou a été repris en compte par les syndicats.
par les partis politiques. Par exemple, il y a eu une tendance féministe à l'intérieur du Parti socialiste. Ça, c'était le courant G, hein, qui a été animé par des filles du PS. Il y a eu un courant féministe au sein du Parti communiste français. Ça s'appelait Elle voit rouge. Il y a la CFDT, il y avait des courants, des tendances, quand Jeannette Lahotte, une femme, était à la tête de la CFDT, qui a d'ailleurs été cofondatrice du planning familial. Les syndicats et la CGT aussi se sont embarqués sur ces thématiques, si vous voulez. Alors pour les unes, ça allait être plutôt les violences, pour les autres, ça allait être plutôt la question du travail, pour les troisièmes, ça allait être plutôt la question de la place des femmes en politique. Donc il y a eu ensuite des thématiques comme ça qui ont été prises en charge par telle ou telle tendance, tel ou tel courant, telle ou telle organisation, telle ou telle structuration. Mais la différence, cela existe encore aujourd'hui, hein, ça se passe aussi de la même manière aujourd'hui. La différence, c'est que, en termes de mouvement, si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 10 ans, le mouvement féministe, pas seulement en français, mais pas seulement en France, ça se passe un peu pareil dans plein de pays, est organisé en termes d'associations. C'est-à-dire que ce ne sont pas des individus, ce sont des associations. D'où autant du MLF, vous alliez à une réunion parce que vous étiez Martine, moi j'étais Martine Storti, j'allais à une réunion. Je n'allais pas à une réunion parce que j'étais à la tête ou membre d'une association. Aujourd'hui, c'est assez difficile d'être juste des individus. Ce que je vois, c'est ces jeunes femmes sont toutes structurées, alors pour le coup, le mot convient, en association. Donc il y a telle ou telle association qui va faire telle chose, plusieurs associations peuvent se regrouper, mais c'est vraiment beaucoup plus des rencontres de représentants d'associations, de membres d'associations, que d'individus en tant qu'individus, si vous voulez. Ça, cette structuration en association était une chose qui était pour nous, c'était complètement, ça ne s'opposait même pas, c'était même pas imaginable, si vous voulez, dans les années 70, de pouvoir participer à une réunion que si vous étiez une association. Alors, par exemple, quand on a il y a quelques années, on avait organisé quelque chose que j'ai trouvé tout à fait intéressant, qui était justement dans la jonction intergénérationnelle dont je parlais tout à l'heure, qui était le féministe en mouvement. C'était une coordination d'associations, mais pas une coordination de personnes. Pour participer à Féministes en mouvement, il fallait être une association. Alors moi, j'ai constitué une association pour participer à Féministes en mouvement. Mais bon, voilà, c'était... je trouve... Voilà, c'était quelque chose qui me paraissait un petit peu frustrant, quoi, de ne pas pouvoir être seulement une personne, mais de devoir représenter une association. Alors ça tombait bien parce qu'on avait fait une association qui s'appelait 40 ans de mouvement pour célébrer les 40 ans du MLF. Et puis ensuite, dans la foulée, je fais une petite association qui s'appelait Féminisme et géopolitique, mais que j'ai ensuite arrêtée. Et alors pourquoi féminisme et géopolitique? Parce que je pense que les enjeux du féminisme aujourd'hui, de l'émancipation des femmes, sont des enjeux mondiaux. Enfin, c'est partout qu'il y a un combat des femmes, hein. C'est ce que je développe dans ce livre pour un féminisme universel. Universel ne veut pas dire tout le monde pareil. Universel ne veut pas dire identique. Universel ne veut pas dire il faut faire tous penser et agir toutes de la même façon. Mais universel, ça veut dire que partout aujourd'hui dans le monde, on voit des femmes qui se battent, qu'elles s'appellent d'ailleurs féministes ou pas, mais souvent elles se revendiquent du féminisme, qui se battent pour justement leur égalité et leur liberté. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, certaines se battent en risquant beaucoup plus que ce que nous risquons ici dans un pays comme la France. Hein. Je pense beaucoup à Nasrin Sotoudeh, qui est
cette avocate iranienne qui est toujours en prison pour avoir défendu des femmes iraniennes qui ôtaient le voile dans l'espace public. Quand on pense qu'en temps de pandémie, et elle est relativement, elle est quand même assez importante en Iran, les prisonniers restent en prison, et en particulier Nasrin Sotoudeh. Mais je pourrais parler de tous les combats des femmes au Chili, au Brésil, contre les dirigeants actuels, aux États-Unis, dans beaucoup de pays africains. Tous ces combats sont en Asie. Enfin, où que vous portiez quel que soit l'endroit vers lequel vous tournez les yeux, vous voyez aujourd'hui des femmes qui se battent et qui se battent au risque de leur vie, au risque soit de la prison et hélas aussi au risque de leur vie. Moi, je suis allée beaucoup au début des années 2000 en Afghanistan pour contribuer à la reconstruction d'écoles, en particulier d'écoles pour les filles. Et là, j'ai rencontré ces femmes qui sous les talibans, avaient continué à faire l'école pour les filles de manière clandestine, et à quel point elles avaient une énergie absolument extraordinaire. Je crois que cette énergie aujourd'hui est partout. Alors, je suis pas devin, je peux pas dire quand est-ce qu'elles vont gagner, mais je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent. Regardez dans les printemps arabes, dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, même si ça n'a pas débouché sur des espérances ont été déçues, etc. Mais on a vu à quel point les femmes étaient en première ligne. Et ça dérange beaucoup, évidemment. Donc il y a un vrai combat, il y a un combat très fort, pourquoi il y a ces résistances et cette violence? C'est que conquérir l'égalité, évidemment, l'égalité, ça fait que ceux qui ont le pouvoir perdent une partie de leur pouvoir. Et perdre une partie de son pouvoir, c'est dur à accepter. Et donc les résistances sont des résistances pour maintenir ce pouvoir. Parce que c'est ça l'enjeu de l'égalité. L'égalité et la liberté des femmes, c'est à chaque fois, on rencontre la question du pouvoir. Et la question du pouvoir, elle renvoie à la question de la maîtrise de la possession du corps des femmes. Vous voyez, s'il y a eu ces combats autour de l'avortement, autour du viol, autour des violences, etc., c'est parce que ça renvoie, s'ils sont aussi importants et partout dans le monde, c'est que ça renvoie à cette question principielle, pas seulement principale de la libre disposition, de la maîtrise par les femmes de leur corps et de leur sexualité. Et la maîtrise par les femmes de leur corps et de leur sexualité, eh bien, c'est ôter du pouvoir à d'autres, en l'occurrence aux hommes, sur ces corps. Et c'est pour ça que ces combats sont très durs et persistants, parce que ce sont des enjeux de pouvoir. Très bien, merci. On va arriver un peu sur la fin, malheureusement. C'est toujours un peu frustrant parce qu'évidemment, c'est très intéressant. Donc, je vais regarder un peu si des personnes ont des questions. N'hésitez pas. Alors, pour info, je vous le dis, à chaque fois que vous avez évoqué un mouvement ou un livre et tout ça, on l'a indiqué dans les commentaires. Donc voilà, j'invite les gens, s'ils ont des questions, à ne pas hésiter à les poser. Et moi, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous pourriez dire aux féministes d'aujourd'hui, et qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour la suite? Ah, mais moi, les féministes d'aujourd'hui, elles n'ont pas besoin de moi pour se battre. Donc, je pourrais leur dire, vous savez, il y avait ce slogan magnifique de 68, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Moi, je leur dis, allez-y, elles sont... je suis pour un... Je plaide beaucoup sur cette question de l'universel, parce que je pense qu'il ne faut pas rabattre le féminisme sur l'identité, sur un mouvement identitaire. Je pense que
c'était d'ailleurs le point principal de mon précédent livre qui s'appelle Sortir du manichéisme. Je pense que la question de l'identité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit liée à la féminité, qu'elle soit liée au positionnement politique, qu'elle soit liée à la couleur de peau, me paraît une impasse. Hein. Ça fait 20 ans que la question de l'identité n'a pas cessé de se déployer sur la scène, pas seulement française, mais européenne, occidentale et mondiale. Et je pense que les combats identitaires sont des combats qui ne sont pas à mener, qui sont des combats qui conduisent à une impasse. Donc, je souhaite, elles font ce qu'elles veulent, puisque les désaccords entre féministes aujourd'hui sont extrêmement importants, sont vigoureux, font l'objet de débats. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis tout à fait partisane de la conflictualité démocratique. Je ne suis pas partisane de la réécriture de l'histoire. Quand aujourd'hui un certain nombre de personnes disent les féministes blanches sont, parce que blanches, forcément des racistes et forcément dans la domination blanche, je trouve que c'est faux. C'est une réécriture de l'histoire. Quand le féminisme blanc est accusé d'avoir été indifférent à la question raciale, c'est faux. Dans les années 70, quand la coordination des femmes noires s'est créée, nous avons été beaucoup à participer et à être absolument d'accord avec la coordination des femmes noires. Donc, il y a toute une réécriture de l'histoire à laquelle il faut répondre. Et je m'y emploie dans ce livre à paraître pour un féminisme universel, parce que le désaccord, encore une fois, est une chose, les mensonges, c'est autre chose. Donc, je dis ça aux féministes. Nous avons un combat commun. Ne l'affaiblissons pas en l'articulant sur les enjeux identitaires. L'articulation aux enjeux identitaires, c'est une impasse et c'est un affaiblissement. Donc, s'il y a une chose que je peux dire, c'est ça. Mais après, chacune mène son combat comme elle l'entend. Hein. Moi, je développe un point de vue. Évidemment, c'est mon avis et je le partage, comme dit l'autre, mais à chacun après de voir ce qui convient de faire. Et encore une fois, on peut se rassembler sur des points. Par exemple, la question des violences, en effet, peut être, me semble-t-il, un combat unitaire et un combat qui rassemble. Très bien, merci beaucoup. Donc, on rappelle la sortie de votre livre donc le 1er octobre pour un féminisme universel. Donc, j'invite toutes et tous à le lire. J'irai moi-même évidemment l'acheter parce que tout ça m'intéresse évidemment grandement. J'aurais bien aimé qu'il sorte maintenant, mais voilà, on n'est pas. Oui. Ça dépend pas de moi. Tout à fait. Mais on le rappellera sur notre page, évidemment, au moment de sa sortie. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Martine Storti, de avoir pris du temps pour discuter avec nous, pour nous expliquer un peu votre position par rapport à tout ça, puis la transmission, qui est évidemment très importante. Et puis, on espère vous rencontrer en vrai, on va dire, entre guillemets. On a découvert qu'on n'habitait pas très loin, donc je pense qu'on pourra se rencontrer. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de vous rencontrer, de poursuivre cette discussion. Donc, je rappelle... Merci. Et donc, la semaine prochaine, j'ai oublié qui était la personne qui a été interviewée. Excusez-moi, de toute façon, ça sera indiqué lundi. Merci. On vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis donc, vendredi prochain, à 18h, le prochain live sur Facebook. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. À bientôt.